Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'avoir invité. Vous êtes éditorialiste pour la chaîne 24 News et vous publiez aux éditions Passé Composé Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Un livre qui retrace les échanges entre le mouvement sioniste et le Saint-Siège, avec pour pôle principal la rencontre historique au Vatican entre la première ministre israélienne Golda Meir et le pape Paul VI, le 16 janvier 1973. Une entrevue inédite depuis la création de l'État hébreu en 1948. Mickaël Darmon, pourquoi d'abord vous êtes-vous lancé dans cette recherche, dans l'histoire diplomatique, après avoir beaucoup écrit sur l'histoire et sur l'actualité politique française ? Je dirais que c'est pas tant une recherche qu'au fond une trouvaille. C'est-à-dire qu'en réalité, cette histoire m'accompagne depuis des années. Depuis toutes ces années où j'ai effectivement, comme vous l'avez dit, rappelé, écrit et travaillé sur la politique française et européenne. Vous avez également été correspondant à Jérusalem. Absolument, durant plusieurs périodes différentes. Première intifada, puis ensuite à l'époque des accords d'Oslo en 93-94. Et c'est en fait cette histoire de cette rencontre entre Golda Meir et Paul VI. Je l'avais depuis longtemps dans un coin de mon esprit et je m'étais dit que lorsque j'aurais au fond eu le sentiment d'avoir fait le tour sur comment on fabrique et comment se fabrique des présidents de la République française, je viendrai m'intéresser à ces sujets, ce que j'ai fait après effectivement en 2022. Et j'ai voulu effectivement depuis longtemps raconter la rencontre de ces deux personnages qui au fond sont dépassés par leur époque. Golda Meir et Paul VI sont, comme je les appelle, deux rockstars du XXe siècle, que certains ne connaissent pas ou que d'autres ont oublié. Mais qui avaient pour mission, chacun dans leur vie, leur engagement, depuis leur plus jeune âge, depuis les années 20, d'ailleurs, de ce XXe siècle, la décision et l'implication de changer leur monde, de changer leur époque et de faire en sorte que leur peuple change. Et cette rencontre en 73, le 16 janvier 73, 9 mois avant que la vie ne bascule avec la guerre de Kippour en Israël, Golda Meir, qui elle est une première ministre depuis 69, qui n'a de cesse de vouloir rompre l'isolement diplomatique d'Israël, accède pour la première fois dans cette bibliothèque du Vatican et se retrouve face à ce pape qui veut aussi régler et a réglé une question très importante depuis longtemps. C'est-à-dire il a effacé le dogme du peuple déicide, du peuple juif qui était rendu responsable de la mort de Jésus et donc qui avait provoqué tant et tant de siècles d'antisémitisme, de massacres et de sang. Et voilà que ces deux personnes se retrouvent dans cette bibliothèque pour essayer de faire encore avancer les choses avec une issue que l'on découvrira dans le livre. En quoi le parcours de Golda Meir, de Kiev à Jérusalem en passant par les États-Unis, l'a rendu sensible selon vous à l'enjeu de la reconnaissance de l'État d'Israël par les États occidentaux et par le Vatican ? Parce que justement, elle est une enfant des pogroms. Elle le rappelle d'ailleurs très, très, très directement et très durement avec Paul VI dans cette discussion qui devient une forme de disputation au sommet de l'histoire judéo-chrétienne, de l'histoire juive, bien sûr. Et elle rappelle qu'elle est une enfant des pogroms, que c'est la raison pour laquelle ses parents ont quitté la Russie pour aller s'installer aux États-Unis. Et toute sa vie, je dirais que ce souvenir de ces massacres perpétrés par les chrétiens au nom de l'antisémitisme judaïque ont matricé sa pensée et ont fait qu'au fond, elle a été plus encline à vouloir, effectivement, comme vous le disiez, rompre l'isolement avec le monde chrétien, plutôt que d'être capable d'avoir du talent pour construire une paix avec le monde arabe. Elle le regrettera par la suite. Il y aura évidemment ces moments très, très douloureux de la guerre de Kippour et de l'après surtout. Mais c'est ça qu'il a construit. C'est ça, la relation douloureuse, névrotique, violente avec le monde chrétien, et elle n'a de cesse de vouloir installer, comme Ben Gurion le faisait aussi à l'époque, Israël dans le cœur des nations, c'est-à-dire dans l'Occident. Par le monde chrétien occidental, c'est mettre un terme aussi du point de vue sioniste à l'exil. C'est une manière effectivement de terminer l'exil. C'est une manière, comme le disait Ben Gurion, de rentrer dans la normalisation. Il faut savoir que ces leaders, à l'époque, ces pères fondateurs, pères et mères fondateurs de l'État d'Israël dans les années 48, ce sont des Européens.
Et on le voit, ils viennent de l'Occident, ils viennent d'Europe. Ça n'est pas bien évidemment la génération née en Israël, comme ça le sera à partir d'Yitzhak Rabin. Là, ce sont des gens qui sont venus avec l'histoire de l'antisémitisme occidental dans leur chair, dans leur esprit. Et donc, la création de l'État d'Israël, c'est effectivement, et on le comprend de douloureuse manière à partir depuis le 7 octobre, c'était effectivement d'arrêter que les pogroms viennent scander la vie des communautés juives. Et donc, c'est ce qui préfigure également, c'est ce qui accompagne l'essor du mouvement sioniste pour dire il faudra trouver un endroit, revenir sur cette terre et créer un État souverain de manière à ce que les pogroms n'existent plus. Et c'est cela qui, on va dire, qui dirige en permanence Golda Meir. On voit bien que c'est cette énergie qu'elle met également, je dirais, lorsqu'il faut aller sauver des otages qui sont en Autriche, quelques jours, des otages soviétiques, juifs soviétiques, quelques jours avant la déclaration de la guerre de Kippour. On pourrait imaginer qu'elle soit dans le QG, dans la Waouh, du matin au soir. Non, elle est allée encore en Europe pour essayer de sortir des juifs réfugiés des mains d'une prise d'otage. Donc, on voit bien que c'était cette histoire de l'Occident et d'Israël, et du peuple d'Israël, qui vrille Golda Meir durant toute sa vie et son engagement. Qu'est-ce qu'incarne justement Golda Meir à ce moment-là? On est au début 73, soit quelques mois, vous le disiez, avant la terrible guerre du Kippour, qui va sonner le début de la fin de sa carrière politique. Oui, ce qu'elle incarne, c'est cette période vous savez, cette période très particulière entre 67 et 73 de l'euphorie en Israël liée à la victoire donc 67, qui fait que le monde entier a découvert les prouesses de ce petit État résilient et sortant des décombres de l'extermination. Mais aussi une forme d'hubris. Vous vous rappelez cet anniversaire de l'indépendance au mois de mai 73. Bien évidemment, il y a une puissance qu'il fallait montrer, cet anniversaire des 25 ans qui est donc en 72 et qui montre à quel point effectivement il y a une puissance militaire, mais parce qu'il fallait commencer déjà à répondre. Je le raconte dans le livre, je le répète dans le livre. En réalité, c'était aussi une manière de répondre aux premières déjà, aux nouvelles tentatives de belligérantes et des menaces des voisins. Donc, la guerre d'usure avec les Égyptiens, le terrorisme avec Munich, on va y revenir. Le terrorisme avec Munich, et puis surtout la volonté les bruits de bottes qui étaient entendus, mais diversement appréciés. On le comprendra aussi à la fin. Les analyses étaient divergentes. En tout cas, il fallait que Israël montre sa puissance à ce moment-là, et elle incarne cette période-là. Elle incarne cette période où le monde entier découvre Israël, où il était tendance pour dans toutes les sociétés, pour tous les jeunes dans le monde entier, de venir faire l'expérience du kibbutz. Israël était là, the place to be, on va dire, absolument. Et donc, de ce point de vue-là, elle incarne ça. Et puis, elle incarne, vous le disiez, vous faisiez allusion, elle incarne effectivement cette volonté de se venger systématiquement, de devenir à la fois et la matriarche, et la grand-mère d'Israël, et la mère vengeresse depuis Munich, qui a été la bascule. À partir de Munich, l'euphorie est terminée. L'euphorie de 67 est terminée. On bascule encore dans des années de sang, des années de terrorisme, et qui, au fond, masque également pour parfois l'analyse de ce qui se préfigure et de ce qui se prépare aux frontières d'Israël. Une matriarche qui, vous le rappelez, dès son arrivée au pouvoir en 69, demande à son attaché militaire de la réveiller à n'importe quelle heure de la nuit pour lui annoncer une éventuelle mauvaise nouvelle. Oui, c'est ce qu'elle raconte dans ses mémoires. C'est un passage que j'ai restitué pratiquement in extenso parce qu'il était intéressant. Elle bataille avec son aide de camp en lui disant « Ma consigne absolue, c'est que tu me réveilles dès que les soldats sont revenus à la base, quelle que soit l'heure, quel que soit ce qui se passe. » Le militaire ne comprend pas très bien pourquoi, en disant mais ça peut attendre quelques heures. Elle ne veut pas. Elle incarne cette inquiétude. Elle incarne ce culte du secret de ce pays qui est né aussi et qui a pu aussi avancer parce qu'il avait gardé le secret de ses fabrications, de ses opérations, de son mode de fonctionnement, et parce qu'elle-même aussi, elle vit dans le secret d'une maladie qui est une maladie secret d'État que personne ne peut connaître. Parce que c'est aussi prendre le risque de montrer que la leader d'Israël est affaiblie, serait affaiblie. Donc, elle fait en secret, la nuit, des nuits durant, et ça, c'est son ancien garde du corps qui me l'a raconté, comment des nuits entières, elle subissait des traitements assez lourds pour une maladie du sang. Et à 5 heures du matin, elle sortait de l'hôpital, elle était souvent rentrée déguisée en femme bédouine,
elle sortait de l'hôpital et elle reprenait sa place dans son bureau comme si de rien n'était. Parce qu'en même temps, dès 69, vous citez l'ambassadeur de France en Israël, Francis Huret, qui considère qu'elle a rajeuni en 69 de 20 ans en accédant au pouvoir. Et en même temps, début 73, elle va confier à la journaliste italienne qui va devenir une amie qu'elle est usée, qu'elle est fatiguée, qu'elle envisage même de quitter le pouvoir à l'automne. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Absolument. Quand elle prend le pouvoir, c'est une femme politique. Elle a compris, après la mort de Lévi Eshkol, que son heure est arrivée. Quand elle voit tout autour d'elle tous ces barons du sionisme de Ben Gurion qui sont au fond qui n'ont pas la même aura, elle comprend que c'est son moment. Elle passe une nuit de discussion avec à ce moment-là sa fille Sarah et Menachem qui traversent le pays pour venir parler avec elle dans la petite maison de Tel Aviv, et la décision était quasiment évidente. Comme on dit, ça ne se refuse pas. Et elle arrive au fait de son parcours, à l'âge où elle est, où on est effectivement grands-parents. Elle devient la première femme puissante en réalité. Puisqu'aujourd'hui, il est de bon ton de reconsidérer effectivement, je dirais, il est important de reconsidérer la place des femmes dans la vie publique. Historiquement, dans l'histoire des démocraties occidentales, telles qu'Israël l'est, eh bien, Golda Meir est la première chef d'État, la première chef de gouvernement, issue donc d'un processus politique. Sans un héritage politique sans dynastie, comme à l'époque Indira Gandhi, sa contemporaine. Mais là, on parle de dynastie. En fait, là, elle est la première dirigeante d'un gouvernement. Et de ce point de vue-là, elle incarne et elle devient mondialement célèbre. Vous citiez Oriana Fallaci, la journaliste italienne, et c'est à ce moment-là son ancien responsable pour la presse internationale qui s'appelle Avi Pazner, on connaîtra la carrière bien plus tard, qui sera très importante, en particulier pour les accords avec le Vatican, qui me raconte comment tous les journalistes du monde entier défilaient et posait des demandes pour interviewer Golda Meir. Elle était très prolixe en entretien. Elle était très prolixe, elle passait des heures. Elle avait des méthodes très particulières pour justement mettre dans sa poche, comme il disait, les invités. Mais c'était une personnalité mondiale face à un Paul VI qui lui aussi est une rockstar du XXe siècle. Parce que c'est un pape qui a modernisé la diplomatie papale. Il a posé les cadres et les canons, si je puis dire, des pontificats modernes, en installant le pèlerinage planétaire, en montant dans un avion pour la première fois qu'un pape monte dans un avion et se déplace hors de son pays. C'était pour aller justement Israël, Terre Sainte. C'est en 64, on va y venir dans un instant. Juste par rapport à la santé de Golda Meir, c'est finalement ce projet d'entrevue avec le pape qui va la rebooster dans cette année 73. Elle a besoin de retrouver effectivement, par rapport à cette fatigue qu'on évoquait, cette usure et cette lassitude, elle a besoin de retrouver un rapport avec l'opinion. Elle a besoin de montrer à l'opinion israélienne que les sacrifices qui sont faits à la fois liés au terrorisme ou à la guerre d'usure ou au combat aux frontières ne sont pas vains, et que son travail permanent qui a été de décloisonner Israël, elle a été celle qui a construit toute la relation d'Israël avec l'Afrique, avec le continent africain. Elle a d'ailleurs des phrases magnifiques au sujet de l'histoire du peuple noir, où elle dit la grande solidarité qu'elle éprouve à l'égard du peuple noir. Elle a dit dans plusieurs sources, même audiovisuelles que j'ai retrouvées. Et de ce point de vue-là, elle a besoin de montrer effectivement aux Israéliens à cette époque-là que effectivement la démarche diplomatique fonctionne, et être reçu au Vatican, c'est être reçu par celui qui dirige plus d'1 milliard de fidèles et qui a une influence considérable sur les politiques publiques et les diplomaties des pays qui se réfèrent au catholicisme. Donc c'était effectivement important, d'autant plus que c'est un enjeu de la guerre froide à l'époque. C'est-à-dire que faut savoir que le Vatican est un enjeu d'affrontement entre le KGB, la CIA et bien évidemment le Mossad. Israël va y avoir sa place. On va y venir à la fin. Je le disais en ouverture, Michael Darmon, son entrevue de 73 avec le pape au Vatican est une première. Pour autant, le même pape s'était rendu donc en 64 en Terre Sainte, mais il refusera sur place de prononcer le nom d'Israël, nommé équivalait à ses yeux à une reconnaissance de facto. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Paul VI est au cœur du plus grand chantier doctrinal, la plus grande révolution théologique de l'histoire de la chrétienté, c'est le fameux Vatican II, avec au cœur de cela le texte Nostra Aetate qui revisite les relations avec les églises, comme on dit, et en particulier avec le judaïsme, et qui efface
totalement de la liturgie, du catéchisme, de la mémoire, de la doctrine, cette dimension du peuple juif responsable de la mort de Jésus. C'est extrêmement important. C'est une révolution considérable qui a demandé à Paul VI une énergie considérable, portant également à ce moment-là l'héritage de Jean XXIII qui avait initié ce chantier. Et le chemin de crête est trouvé. C'est-à-dire, il y a un soutien, une reconnaissance du judaïsme en fraternité, on va dire, mais pas pour autant une reconnaissance politique de l'État d'Israël. Parce que les pays arabes font une pression considérable sur le Vatican en menaçant les communautés chrétiennes de représailles si Israël est reconnu. Il faut savoir que ce moment, Israël n'est pas du tout intégré dans la région. Israël est en guerre permanente. On n'est pas du tout dans les processus de paix que l'on peut envisager ou qu'on a connus depuis l'Égypte. Donc, notamment sur la question de la stigmatisation de l'antisémitisme qui fait beaucoup réagir les représentants de l'Église en pays arabe. Bien sûr, exactement. Et c'est pourquoi tout le travail de Nostra Aetate va être un travail d'orfèvre où il va falloir expliquer et trouver les bonnes formulations. Et c'est d'ailleurs passionnant de reconstituer ce travail-là et de tenter de le rendre plus simple parce qu'effectivement c'était très complexe, de montrer comment effectivement on est dans une phraséologie quasi talmudique, où on dit, oui, les Juifs ne peuvent plus être poursuivis parce qu'ils auraient contribué à la mort de Jésus, mais en même temps, ils sont aussi responsables parce qu'ils ont pu créer l'atmosphère pour qu'ils soient arrêtés, mais toutes les persécutions sont à condamner, et plus jamais un Juif ne doit être condamné pour ça. Donc vous voyez, c'est extrêmement fragile, mais ça vient instaurer une architecture qui ne sera plus jamais démentie par les papes. À propos de cette visite de 64, vous citez cette phrase du maire de Jérusalem, Teddy Kollek, dans ses mémoires. Par sa seule visite, le pape reconnaissait Israël. C'est une idée qui est à l'époque largement partagée par les autorités israéliennes. Oui, c'est-à-dire que la lecture et l'interprétation, pour le coup, effectivement, extrêmement fine des analystes israéliens, des diplomates israéliens de ce texte de Nostra Aetate, c'est-à-dire la reconnaissance au fond de l'innocence des Juifs dans la mort de Jésus, est considérée au fond comme étant une validation intrinsèque du sionisme. Pourquoi ? Parce que dans la tradition chrétienne, il a été dit que parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, voire parce que les Juifs auraient contribué à sa mort, alors ils ont connu la dispersion. À partir du moment où on considère qu'ils ne sont plus responsables de la mort de Jésus, alors la punition de dispersion disparaît. Et donc, il y a cette phrase, Michael Darmon. Se retrouver en terre d'Israël devient possible et donc plausible. C'est comme il y a ça cette que phrase à avoir en tête du pape Pie X face à Herzl, on est en 1904 et vous la rappelez. Phrase terrible, les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. C'est comme ça que ça démarre. Donc on voit le chemin qui a été fait. D'ailleurs, il y a une tradition, je dirais, de rencontres un peu abrasives et de tensions et de dialogues très très francs et directs, comme disent les diplomates aujourd'hui, entre les papes et les représentants du mouvement sioniste, depuis le premier jusqu'ensuite le dirigeant de l'État d'Israël. Ça démarre toujours de manière un peu tendue. Ça démarre toujours extrêmement tendu parce qu'il y a tellement d'enjeux. Il y a tellement d'enjeux effectivement historiques. Et à chaque fois que ces personnalités se rencontrent, ce sont des rencontres au sommet de l'histoire. Ce sont des peuples qui ont tellement de biens en commun, d'années en commun, de sang entre eux, de violence, de haine, que c'est difficile à juguler. Et donc, de ce point de vue-là, on voit comment, de chaque entretien, il y a une évolution dans la façon d'appréhender, au fond, ce projet sioniste qui, à partir de 67, quand les lieux saints chrétiens passent sous le contrôle israélien, devient un état de fait pour le Vatican qui n'a d'autre choix que d'entretenir des relations techniques pour la gestion des lieux saints, et ce sera toujours un fin canal qui permettra quand même à des messages de passer. Alors, ce qu'on découvre également en vous lisant, Michael Darmon, c'est la fascination qu'exerce le Vatican sur le Mossad. Sur quoi repose cet intérêt qui a également des ressorts stratégiques en cette période de guerre froide ? Oui, c'est un intérêt mutuel. Et il faut savoir que c'est un intérêt mutuel dans ces réunions. Ben Gurion, puis ensuite Golda Meir disait autour d'elle, il faut absolument considérer comment le Vatican est construit. Tout est pyramidal. Le moindre prêtre au fin fond de la jungle reculée envoie son rapport à sa hiérarchie, qui le transmet à la hiérarchie, qui transmet à l'échelon supérieur, et tout arrive au Vatican. Le Vatican est considéré comme un modèle. Et ça m'a été encore confirmé par un cardinal que j'ai rencontré à cette occasion, qui avait travaillé sur les négociations avec Israël.
le Vatican est considéré comme le plus grand réseau de renseignement et diplomatique du monde. Et les Israéliens, évidemment, qui s'y entendent au service de renseignement, sont fascinés, veulent savoir comment ça fonctionne. Et vous avez une fascination mutuelle de ces deux États timbre-poste, je dirais, sur le plan de leurs frontières, mais avec une autorité morale qui va au-delà de leurs frontières, bien évidemment, qui rejaillit sur toute la planète. Et tous les deux ont le culte du secret. Tous les deux sont dépositaires de cette histoire, voilà, du Proche-Orient, matrice judéo-chrétienne, comme on voudra, qui les réunit. Et pourtant, ils n'ont pas de relation officielle. Et au fond, c'est cette zone qui m'a intéressé, parce qu'on sentait bien qu'il y avait des envies, mais d'un côté comme de l'autre, il fallait que Israël puisse trouver sa place au Vatican, comme on le disait, qui était un territoire de la guerre froide. Il fallait que le Vatican commence à appréhender, à apprivoiser ce que c'était cet État d'Israël, dont personne n'avait envisagé son existence, mais que maintenant il fallait accepter. Et c'est ce chemin que j'ai voulu retracer, fait de relations officieuses jusqu'à Jean-Paul II, qui décide d'officialiser. En 94. En 92, il commence les négociations. Un dernier mot sur le Mossad, il nous reste à peine une minute. Comment le Vatican et le Mossad vont collaborer pour éviter un projet d'attentat contre Golda Meir juste avant cette... Eh bien voilà, ils vont collaborer parce qu'effectivement, Septembre Noir, qui a compris à l'époque, était donc l'ennemi numéro 1, puisque instigateur des attentats de Munich et cible de la vengeance du Mossad, avait compris que Golda Meir préparait une visite discrète au Vatican. Il y a un attentat qui se prépare, dont je raconte un peu avec beaucoup d'historiens extérieurs à Israël, mais tous ayant des sources israéliennes, comment il a été préparé, comment il a été déjoué. Et ça a été le point de départ d'une relation entre le Vatican et Israël jusqu'à Jean-Paul II, parce qu'il y a eu des renvois d'ascenseurs. Ensuite, le Mossad, en 1976, prévient Paul VI d'un projet d'attentat contre lui. Et ce projet d'attentat, il a failli se faire, mais il a été transformé au dernier moment par Septembre Noir, qui en était à l'instigation, et c'est devenu la prise d'otage d'un fameux vol donc entre Paris et Athènes, avec des Israéliens à son bord, et qui s'est arrêté à Entebbe. Merci beaucoup, Mickaël Lamond, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre absolument formidable, dont je conseille la lecture à nos auditeurs, Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. C'est publié aux éditions Passé Composé. À très bientôt sur Radio J. À bientôt. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Écoute, c'est passionnant. Et encore bravo. Avec tes questions, tu as réussi à rendre ça. Mais je pense que ça va jalonner les grands moments. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.